Né à Saint-Célestin-en-Mauricie, Michel Morin s'initie très jeune à la politique aux côtés de son père, organisateur pour l'Union nationale. Diplômé en histoire et en enseignement, il est élu pour la première fois dans le gouvernement Parizeau en 1994. De nature rassembleur, il est le whip de son parti durant 6 ans. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Merci infiniment. En 1998, vous êtes réélu. Oui. Comment avez-vous fait campagne cette fois-là? Alors là, vraiment, ça a été un grand moment de ma carrière politique. Là. Parce que, d'abord, premièrement, ça faisait 4 ans que j'étais élu. Je connaissais bien là, les rouages. J'avais une bonne organisation, une très bonne organisation. Je vous dirais une des bonnes au Québec. Là. Mais j'avais un adversaire redoutable, un bon ami aussi, qui est aujourd'hui recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. McMahon, qui était maire de Nicolette, préfet de la MRC, puis un homme d'une grande compétence. Donc, un bon adversaire. Mais j'avais une bonne organisation et une bonne expérience aussi. Et j'avais un bon chef aussi. J'ai toujours eu des bons chefs, mais il y a une vieille expression qui dit quand on a le vent d'en face, c'est plus dur un peu. Mais avec Lucien Bouchard, on avait le vent dans le dos. Ça allait bien. Et j'ai gagné tous les pôles du comté. Oh! Tous les pôles du comté. Presque 4 000 de majorité dans un comté où il y a 32 000 électeurs et électrices. Et il y avait plusieurs partis politiques. Là. Vraiment, une belle victoire. Puis, grâce à mon organisation aussi, là, mais à notre travail. Vraiment, là, j'étais content. Suite aux élections, vous devenez l'adjoint parlementaire du ministre Serge Ménard à la Sécurité publique. Comment avez-vous trouvé cette nomination? Êtes-vous content? Oui, j'étais content, moi. J'étais content de ça parce que c'est sûr que quand on est en politique, bien, on pense que on va être nommé ministre. Bien sûr. Hein? Bon. Mais moi, là, je vais vous avouer franchement, c'était pas mon ambition numéro 1. Parce que j'avais un peu de stress, un peu d'anxiété, puis je me disais, comment je vais me comporter quand je vais me lever à l'Assemblée nationale pour répondre à une question? Bon. Mais quand on m'a nommé adjoint parlementaire de M. Ménard, mais j'ai remercié M. Bouchard. Et en même temps, l'École nationale de police était à Nicolette. C'est Nicolette. Et j'avais créé des bons liens, moi, avec les gens de l'École nationale de police, la direction. Et j'ai créé d'excellents liens aussi avec M. Ménard. Il y a des ministres qui, leur adjoint parlementaire, là, je vais être bien franc avec vous, ils ne s'en occupent pas du tout. C'est pareil comme si c'était une quantité négligeable. Mais il y a des ministres qui donnent de la place à leur adjoint parlementaire. Serge Ménard était un de ceux-là, puis j'ai bien aimé travailler avec lui. Et j'ai appris beaucoup aussi. Là. Ça a été une belle expérience. Au départ de Lucien Bouchard, vous étiez des organisateurs en chef de la campagne de Bernard Landry pour le remplacer. Est-ce que c'était normal et naturel pour vous que ce soit M. Landry qui prenne la place? Oui, oui. Mais que ce soit moi qui m'appelle moi, ça, c'était une surprise. Ah oui? Oui. Parce que M. Bouchard démissionne le matin. Moi, je retourne chez moi à Nicolette, un peu penaud, un peu peiné, un peu pas mal. On a un chef extraordinaire qui vient de nous quitter. Et ça n'a pas été une belle journée, là. Il est 9 h le soir et je reçois un appel de M. Landry. À ma grande surprise, il me dit Michel, est-ce que tu accepterais, est-ce que tu penses que je devrais me présenter? J'ai dit oui, M. Landry, vous devriez vous présenter. Il était en réunion avec quelques proches, dont Claude Boucher, qui avait vanté mes mérites.
Et M. Landry me dit, accepterais-tu de t'occuper des députés, comme pour être mon organisateur? Là, j'ai resté vraiment surpris. Et je lui demande, à cause de mon expérience aussi, est-ce que je vais être le seul? Il me dit, tu vas être le seul. J'ai dit, parfait, j'accepte. Bon, ben, il dit, demain matin, tu t'en vas à Montréal et tu rencontres Cal Cloutier et Jean Bissonnette, qui sont ses deux adjoints. Je suis à Montréal le lendemain. Dans l'après-midi, je m'organise pour appeler 5 de nos collègues, puis je leur dis, avez-vous le goût de vous impliquer avec Bernard Landry comme futur premier ministre? Michel Letourneau, Michel Côté, Manon Blanchette, Claude Boucher. Bref, j'espère que je n'en oublie pas, là. On s'est divisé le Québec, l'ensemble des députés, parce que on peut être bon avec un député, mais on peut être moins bon avec un autre. Absolument. Là, on s'est partagé les noms, puis on sondait les reins et les cœurs. On faisait des téléphones, on leur disait, regardez, M. Landry se présente. Michel Morin nous a appelés et on fait partie de son équipe. Est-ce que tu vas être avec nous dans l'équipe? Bien, le lendemain soir, on en avait 28. Ça allait bien, là. J'appelle M. Landry et j'ai dit, M. Landry, ça va très bien. Parce que lui, M. Landry, s'occupait des ministres avec Gilles Barry. Et je vous dirais que 3-4 jours plus tard, M. Landry, la campagne au leadership était terminée. C'était fait. D'ailleurs, je pense que Michel Vastel, dans son livre, a appelé ça la guerre des 6 jours. Oui, c'est vrai, ça a été court. Puis ça n'a pas été long. Non. Ça n'a pas été long. Ça a été humblement bien fait. Bien fait, puis content de ça. Et quand j'ai reçu l'appel pour être whip, bien là, vraiment, j'étais content de ça. Parce que ça correspondait bien, selon moi, à ma personnalité, à mon rôle aussi de... Je ne suis pas quelqu'un de conflictuel, puis en même temps, j'aimais ça être whip. J'ai adoré ça, être whip. Mais d'après ce que vous venez de dire, là, j'ai l'impression que pour vous, l'idée du whip de l'extérieur de la politique, c'est le disciplinaire de la gang, le gars qui va frapper sur le bureau à quelque part. Dis-toi, là, c'est pas vous. Non, c'est pas moi du tout. C'est pas moi du tout. Mais je savais hausser la voix. Mm-hmm. Mais moi, là, j'aimais mieux travailler doucement, connaissant les personnalités de chacune, y aller tranquillement, ne pas abuser non plus de leur bonté, mais en même temps, avec un cadre assez rigide. Je n'étais pas celui qui intervenait le plus non plus, mais je réglais les conflits un par un. Okay. Et M. Landry était au courant de tout. J'étais son pare-choc. Et j'aimais ça, être son pare-choc, parce que j'écoutais tout ce qui se passait dans le corridor, puis souvent, là, j'étais souvent, j'étais proactif. On réglait le problème avant qu'il arrive. Oui, parce que le Parti québécois n'est pas connu pour être le plus discipliné. Non. Et j'ai été 7 ans quand même, oui, au gouvernement et dans l'opposition. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et on avait du plaisir. Parce que souvent, quand il y a moins de tension, puis on est à l'écoute de nos collègues, on apprend des petites choses. Puis j'écoutais tout. Puis M. Landry était au courant de tout. Et puis il était efficace aussi. Quand je lui disais, M. Landry, vous savez, là, on a un de nos députés qui vit des choses difficiles au niveau familial. Okay. Est-ce que voulez-vous dire un bon petit mot à monsieur ou à madame une telle? Et M. Landry était très fidèle à ces petites recommandations-là que je faisais. Et j'étais bien entouré aussi, là. J'avais un bureau au WIP, là, un bon bureau à Nicolette et un bon chef de cabinet ici, Gaétan Duchesneau, qui faisait un job extraordinaire. Et ensuite, Harold Lebel, qui est aujourd'hui député de Rimouski, qui est un bon ami. Il faisait un travail exceptionnel, Harold.
Fait on prévenait les coups. Juste avant la campagne électorale en 2003, même le Parti québécois pensait que vous allez perdre. Comment avez-vous gagné? On sentait que le tapis glissait tranquillement. Ah oui. Mais moi, je me souviens parfaitement bien, le mardi précédant les élections, je suis à une réunion à Montréal et il y a un sondage de TVA qui paraît puis qui nous met 2 points en avance. Le mercredi, on est à égalité parce que c'est la seule fois que je me souvienne qu'ils ont fait des sondages à tous les jours. Il y avait un sondage à tous les soirs, de léger et léger. Le mercredi soir, on est égal. Le jeudi soir, on est 2 points en arrière. Je vais vous raconter quelque chose. Je m'en vais le vendredi soir, une semaine avant les élections, dans une belle petite paroisse de chez nous qui s'appelle Sainte-Brigitte. Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Quand on passe sur la 20, on voit ça. Je suis reçu là, on est en avance des sondages. Le maire m'accueille, toujours aussi gentil. Puis, bon, les gens viennent à moi, puis Michel, ça va bien, pas de problème, puis toi, c'est nous. Bon, c'est l'âge d'or. Parfait. On appelle ça aujourd'hui la FADOC. Oui. La semaine suivante, un curieux hasard fait en sorte que je suis invité à Sainte-Brigitte-des-Sceaux aussi, mais pour un autre organisme, mais c'est une petite municipalité de 1500 habitants. Donc, les mêmes personnes sont encore là, le même maire. Mais les libéraux sont en avance et on est en arrière. Et mon adversaire à l'époque, que j'avais salué la semaine avant, puis j'avais dit, regardez, M. Rousseau, venez prendre la parole, puis là, c'est moi qui était un peu empoulé. J'avais présenté l'adversaire. Tout le monde avait trouvé ça bien gentil. La semaine suivante, tout le monde était alentour de M. Rousseau et j'étais seul. Je me cherchais des amis, là. Pas parce qu'ils ne sont pas fins à Sainte-Brigitte, parce que les sondages avaient fait leur œuvre. Là, je chantais. J'arrivais chez moi, puis j'ai dit à ma conjointe, j'ai hâte que ça finisse. On évaluait, selon notre organisation, notre majorité à peu près à 3000. Ça a fini à 1800. Les derniers 5-6 jours, là, il y a 1000 votes qui ont parti. Les poignées de main n'étaient pas les mêmes. Ils étaient plus molles, plus chaudes. On ne me regardait pas les yeux, on me regardait les souliers. Ça, quand tu as l'expérience de donner des poignées de main, là, de rencontrer des gens, mes 30 ans de politique, là, je m'en apercevais là, que je connaissais ça un peu. Puis je voyais bien que le tapis s'en allait, là. Mais j'ai gagné dans mon comté. Le parti a eu 33 et moi, j'ai eu 43 10 de plus. Ça, je pense que c'est à cause du travail, de l'organisation, bon, bref, de plein de circonstances. Et c'était une belle leçon aussi d'humilité, là. Est-ce que c'était vraiment le désir de changement, pensez-vous? Je pense que oui, l'usure du pouvoir aussi. Mm-hmm. On était là depuis 1994. Bon, c'est difficile. Après 9 ans, là, je ne connais pas beaucoup de gouvernements qui remontent dans les sondages. Puis, au Québec, je ne vous dis pas que c'est une tradition, là, mais souvent, là, quand les gouvernements sont élus, on dit, bon, ben là, ils sont là pour 8 ans ou 9 ans. Là, c'est à date fixe. Mais quand il faut plus de 2 mandats, c'est rare. C'est rare. Puis là, il y a un changement. Bon, ce qui est arrivé souvent à des chefs, comme, je ne sais pas moi, Pierre-Marc Johnson est arrivé à la fin. Daniel Johnson, fils, est arrivé à la fin. André Boisclair est arrivé à la fin d'un mandat de 9 ans. C'est difficile pour ces personnalités-là qui se présentent de se faire élire. Parce que là, tu es obligé de subir les 9 années qui t'ont précédé et c'est pas facile. Après cette élection-là, vous étiez whip en chef de l'opposition. Oui. Quelle est la différence? Ah, il y a une bonne différence. Oui? Oui, il y a une bonne différence. Parce que là, l'obligation de gagner le vote c'est moins serré un peu. Souvenez-vous que M. Landry, quand il a formé son 2e cabinet, on lui a reproché d'avoir nommé trop de ministres. Il y en avait, je pense, 36.
36 ministres, et Mario Dumont a fait une remarque un peu assassine en disant « Il y a des limousines jusqu'au Concorde. » Ouais. Hein? Sauf que le whip, lui, quand il est en chambre, puis qu'on venait de gagner, on était au gouvernement, mais le whip, lui, avec son équipe, doit assurer le quorum. Mais quand la moitié du quorum est au conseil des ministres, puis un vote en chambre, c'est d'ouvrage pour un whip, là. Puis ça prend du poignet un peu pour que tes gens votent. Puis quand tu es ministre, il y a des ministres qui sont faciles. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles. J'avais une admiration, et j'ai encore une admiration sans borne pour un Jean Rochon, qui était toujours à l'œuvre, toujours correct. Je nommerai pas ceux qui étaient plus tannants. Ah, vous pouvez vous laisser aller si ça vous donne. Mais bon, bref, c'était mon ouvrage et je la faisais, puis avec mon équipe. Mais dans l'opposition, là, la pression est moins forte pour gagner. Et en même temps, en commission parlementaire, là, c'est un peu plus d'ouvrage, par exemple. Oui. Parce qu'il faut que nos députés soient actifs en commission parlementaire. Puis il faut qu'ils posent les bonnes questions aux ministres. Puis il faut qu'on envoie les bonnes personnes. Puis c'est pas toujours facile. Est-ce que les gens sont moins motivés des fois? Un peu moins motivés. Ouais. Un peu moins motivés. Surtout qu'on a eu des périodes difficiles. Ouais. Entre autres, M. Landry qui démissionne. On a eu une chef intérimaire, Mme Harel, qui s'est très bien comportée. On a eu un nouveau chef avec M. Boisclair. Bon, mais moi, je suis toujours là. Et nos députés ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas appuyé nécessairement les mêmes. Non. Et il faut raccommoder ça, là. Il faut essayer que le calme et l'harmonie règnent au deuxième étage, parce qu'on n'est plus au premier étage, là. Ouais. Les bureaux sont moins beaux. Oui, les parkings sont plus loin. Oui. Ça, c'est des choses. Je sais. Des rôles que les gens ne connaissent pas. Exemple, le rôle du whip dans le choix des bureaux. Des sièges à l'Assemblée nationale. Oui. Tout le monde va être dans la caméra. Oui. Les bureaux à l'Assemblée nationale sur les étages, tout le monde va être près du chef. Les stationnements, là, je ne critique pas les collègues, là, mais on s'occupait de ça. Les repas, mettons le mardi soir, on a un caucus. Il y en a qui étaient tannés de manger du petit jambon fumé, là. Puis on avait des critiques assez acerbes des fois. Ça, c'est des petites tâches, je vais dire, mais c'est une foule de petits détails qu'il faut... parce qu'on a des... Mettons, il y a un certain nombre de députés, quelques-uns, qui se sont fait élire durant la période où on était dans l'opposition et que j'étais whip. Bon, ces nouvelles personnalités-là qui arrivent, mais c'est des personnalités connues. Mais on n'est pas pour aller déplacer un député qui ça fait 13 ans qu'il est élu pour une nouvelle vedette. Donc, le nouveau ou la nouvelle venue, on la place au bout, là. Là, il y a des négociations. Au printemps de 2004, vous avez dû faire une pause, la politique. Oui. À cause de votre problème cardiaque. Avez-vous vu venir un peu, là? Vous parliez toujours d'être un peu stressé, un peu anxieux. Ou est-ce que c'était une grande surprise pour vous? Ah, je vous avoue que j'ai vu venir ça peut-être un peu. Oui. Parce que j'avais été nommé par M. Landry. J'étais whip, mais on m'avait demandé d'être critique de l'agriculture. Et la pression va monter un peu, là. Et en même temps, ça faisait quand même 12-13 ans que j'étais député. Moins d'exercice. Des repas, des heures pas normales. C'est ça. Les fins de semaine de fou. Oui. Je vous ai dit tantôt, là, hors d'onde, qu'il y a une année, j'ai fait 85 000 kilomètres, là. Moi, là, j'arrivais le mardi matin ici, là, à course. Je faisais du bureau le lundi, toute la journée. Puis j'ai rencontré 50, 60 personnes. Ça se terminait vers 8 h, 9 h le soir. Des fois, je n'avais pas soupé. J'arrivais à mon appartement ici. Puis le frigidaire est vide.
mais il y a du beurre de pinot, une petite sandwich en vitesse. Tu te couches le lendemain matin, tu es à ta job de whip. La santé, là, je voyais venir ça, peut-être un peu. Et malgré le fait que c'est arrivé, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça m'a assagi. Ça m'a permis aussi de connaître un peu plus ma condition physique, que j'étais bien suivi, mais moi, de famille, on fait de la haute pression. Mm. Et j'avais un petit problème d'arythmie. Bon, on a tout géré ça. Puis en plus, j'ai eu une angioplastie. Puis là, ça a détendu un peu le bonhomme. Et j'avais décidé que ce serait terminé, ma carrière politique. J'avais presque oublié de vous demander, est-ce que vous croyez que Bernard Landry a fait erreur en quittant? Bien, on entend parler un peu, là, c'est ainsi, là. Mais lui, M. Landry, moi, là, j'étais quand même assez proche de lui, il s'était fixé 80 %. C'est haut. C'est beaucoup. Bon, il avait dit quelque chose comme M. Bouchard a eu 76 %. Je peux avoir 80 %. Là, il y a peut-être dans 10 ans, on va en discuter encore, là. Sauf que la décision, c'est M. Landry qui l'a pris. Peut-être que ses conseillers alentour ont dit, regardez, quand on est conseiller, on conseille. Mm-hmm. Regardez, M. Landry. Vous savez, on savait tous là, que M. Legault commençait à regarder ça un peu. Autrement dit, des prétendants au trône, il y en avait là. Mm-hmm. M. Legault en était un. Mme Marois aussi. La preuve, c'est que Mme Marois a annoncé sa candidature le soir même. Mm-hmm. Et bon, avec 76 %, probablement que M. Landry a pris une décision rapide, mais les conseillers, conseillères alentour ont dit, regardez, n'oubliez pas que dans une semaine, 10 jours, un mois, peut-être que les mêmes oppositions, les mêmes prétendants au trône vont être encore là. Et ça va être difficile, peut-être. Puis moi, je n'appuyais pas personne, j'étais whip. Et j'avais dit, regardez, peut-être que la page est tournée, mais je ne donnerai jamais de conseil à M. Landry. J'ai trop de respect pour cet homme-là, qui est venu me chercher comme whip. Puis il a eu confiance en moi. Et moi, je le remercierai jamais assez de m'avoir donné cette chance-là d'être whip puis d'avoir une belle expérience politique comme ça. Est-ce que André Boisclair était le meilleur choix pour le remplacer? Est-ce que vous aurez... Avez-vous voté pour lui ou... Moi, là, comme whip, là, j'avais décidé... D'ailleurs, là, ça avait fait jaser un peu du monde parce qu'on s'était entendu que les officiers du parti, whip adjoint, leader adjoint, on ne se prononçait pas. Oui. Bon, il y en a un qui s'est prononcé, puis là, comme de raison, les journalistes me couraient tout après, puis ils disaient, puis vous, M. Morin, est-ce que... Là, je dis, regardez, moi, je me prononce pas. M. Boisclair fera ce qu'il pourra, ce qu'il voudra avec moi le lendemain de son élection, s'il est élu. Et il a été élu. À l'époque, je pense que c'était un peu comme un vent nouveau, un vent de fraîcheur, de la jeunesse. Ça n'a pas donné les résultats qu'on s'attendait, puis bon, on est passé à d'autres choses. Rapidement. Oui. En 2006, vous avez déjà fait vous avez déjà pris votre décision de ne pas vous présenter aux élections suivantes. Mais oui. Est-ce que c'était facile? Vous aimiez votre job, vous aimiez tellement que vous êtes retourné après votre maladie, là? Non, mais j'aimais ça, par exemple. Là, les dernières années, Oui. j'étais bien là-dedans. Sauf que quand ta décision est prise, déjà, tu es un peu moins là. OK. Puis je pense que ça a bien été, là. Puis j'aimais ça jusqu'à la fin. Et les dernières journées que j'ai été à l'Assemblée nationale, je savais que je ne reviendrais pas, là. L'émotion me gagnait, là. Puis
D'ailleurs, mon dernier discours de la fin, là, mon discours de la fin, c'était avec beaucoup d'émotion. J'aimerais que l'on sache que le député de Nicolette-Yamaska fut un député d'équipe et qu'après tout son cheminement, depuis 1966, dans l'Union nationale, en passant par le Beau-Risque, il est un grand démocrate et aussi favorable à la souveraineté du Québec. Je quitte cette Assemblée, Monsieur le Président, avec la satisfaction du devoir accompli et je suis très content d'avoir représenté les gens de Nicolette-Yamaska. Je vous remercie tous et chacun de votre collaboration. Bravo! Mais je n'ai jamais été un grand tribun. Là. Henri Bourassa et moi, là, il y a un monde de différence. Et, il y a un monde de différence entre un Bernard Landry, un Lucien Bouchard et moi. Mais, bon, j'avais d'autres choses, puis je ne regrette pas. C'est une expérience extraordinaire. J'en remercie infiniment les électeurs et les électrices de Nicolette-Yamaska, à l'époque, ça s'appelait comme ça, Oui. de m'avoir fait confiance. Puis ça a été une belle expérience. Mes enfants, ma famille, mon ex-femme, tout le monde, puis ma famille, mes enfants, puis ma famille immédiate, puis ma famille éloignée, là, mes frères et sœurs. Ils ont été très tolérants, très gentils, puis je les en remercie. Ça a été une expérience extraordinaire. Est-ce que ça vous manque des fois? Est-ce que vous vous levez le matin et vous dites « Mon Dieu, j'aimerais ça être à l'Assemblée nationale aujourd'hui ». Non, ça ne me manque pas. Par contre, moi, je suis abonné à presque tous les journaux. Et moi et ma conjointe, là, on a nos petits pads, là. Puis le matin, en prenant notre café, nos petites rôties, là, on regarde les journaux, puis je lui fais des éditoriaux pas mal souvent. Mais c'est tout ce que vous faisiez? Oui. Non, je ne fais pas d'intervention des médias. Non, parce que, bon, des fois, j'aurais le goût, mettons, la moutarde me monte au nez, des fois, un petit peu, là. Mm-hmm. Mais je n'appellerai pas les journalistes pour leur dire « Voici ce que le député a fait, là, je ne suis pas d'accord avec ça. » Non. Ouais. C'est lui qui est là, là. Il fait le mieux qu'il peut. Puis moi, je n'aimais pas nécessairement ça, me faire critiquer. Puis je ne suis pas là pour... je ne suis pas une belle-mère. Je ne serai jamais une belle-mère non plus. Mais chez nous, j'ai le droit de l'être. C'est bon. Puis je le suis des fois. C'est bon. Merci beaucoup, M. Morin. Un plaisir. Un plaisir pour moi aussi.